Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous donnez l'essentiel de l'information en République démocratique du Congo, très chers téléspectateurs fidèles abonnés du groupe média Top 243 News Télévision et www.top243news.com. C'est parti pour ce mardi, mesdames et messieurs, 16 avril 2024. Nous sommes en direct de Kinshasa pour vous faire comprendre le vernissage des livres qui vient d'être écrit en 3 tomes par le ministre national de l'Industrie, Julien Paluku, qui va mettre à la portée de la communauté scientifique depuis son accession à l'indépendance 1960 jusqu'à 2024, mesdames et messieurs. Le ministre va essayer de faire comprendre à ses lecteurs, mais également à la communauté scientifique, la relation entre la RDC et les conseils des Nations Unies, mesdames et messieurs. Pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser suivre la cérémonie de vernissage de ces livres pour comprendre le déroulement de cet événement, la quintessence de cet événement et l'essentiel de ces livres, parce que le lecteur et la communauté scientifique, la politique sur le plan international et national va comprendre sur ces livres de plus de 800 pages répartis en 3 tomes. Suivez, nous allons juste revenir pour vous faire comprendre l'essentiel de cet événement. C'est comme hier, le pays est réellement agressé. Il n'y a pas à chercher des concepts à gauche à droite. Ça ne concerne pas seul Félix Tshisekedi, qui nous représente la République du Congo. Et à une recherche féconde et fécondante. Ensuite, j'ai ressenti une agréable honte. Pourquoi? Parce qu'en tant que sociologue très critique à l'égard de la mission des Nations Unies, j'ai découvert, grâce à ces livres, n'est-ce pas, donc le maître que je suis a découvert, grâce à son élève, n'est-ce pas, qu'il y avait des résolutions qui étaient prises et qu'il fallait d'abord les lire avant de critiquer. Et là, j'ai eu une agréable, agréable honte, parce que c'est d'abord mon élève qui m'instruit, n'est-ce pas? Et moi-même, je comprends que je n'étais qu'un criticiste, c'est-à-dire vous critiquez quelque chose sans avoir des éléments sur lesquels baser votre critique. Et c'est ce que je lui ai appris au cours des méthodes de recherche, n'est-ce pas? Et il m'a rappelé que vous-même, vous n'appliquez pas. Merci beaucoup, comme on le dit souvent, n'est-ce pas? Mon amouké, mon colopé, c'est pour dire qu'on apprend tous les jours. D'aucuns diront que cette œuvre, il ne s'agit que d'un recueil de textes. Oui, il s'agit d'un recueil, mais un recueil annoté. C'est-à-dire, pour réaliser un recueil de résolution adopté et daté d'avant sa naissance, n'est-ce pas? En 1960, il n'existait pas encore, jusqu'à l'époque où il exerce de hautes fonctions politiques. En les annotant chacune, est une tâche qui me semble plus compliquée que coucher sur papier ses propres idées. C'est cet exploit que vient de réaliser JPK. En effet, pour annoter les résolutions concernées ici, couvrant toute l'histoire postcoloniale de la RDC, soit avant lui, sans lui et avec son implication. N'est-ce pas? On nous a lu ici sa biographie, n'est-ce pas? On a vu qu'il a été de toutes les rencontres durant tout son mandat. Il a donc fallu que l'auteur lise toutes les résolutions adoptées sur la RDC par l'instance internationale suprême, les restitue dans le contexte historique de leurs prises respectives, avant de les annoter par des commentaires contextualisés et donc appropriés. C'est donc un travail d'historien multidisciplinaire de la politique, des relations internationales et des affaires humanitaires
qu'il nous présente ici. La valeur ajoutée de cet ouvrage est qu'il est d'abord écrit par Julien Paluku Kahongya, n'est-ce pas? Nous le savons, on nous l'a dit ici, qui a dû lui-même collaborer avec la représentation onusienne pendant ces 12 années de gouvernorat agité dans une province du Nord qui vous secouait à l'extrême. L'autre avantage, c'est d'avoir été préfacé par mon collègue, n'est-ce pas? Mon désormais collègue, grâce à l'arrêté que vous avez écouté ici, n'est-ce pas? Vital Kamerhe est connu mondialement comme pacificateur pour avoir débuté sa riche vie politique comme délégué du gouvernement congolais chargé des relations avec la mission de l'ONU. Et enfin, ce livre va être porté sur le fonds baptismaux par Christophe Lutundu Lapal, n'est-ce pas, qui, avant d'être vice-premier ministre chargé des affaires étrangères aujourd'hui, n'est-ce pas, est un grand acteur historique de ce pays. L'Organisation des Nations Unies constitue un forum international impliqué dans le maintien de la paix et la sécurité internationale et à ce titre agit par voie de résolutions et de recommandations adoptées par ces deux organes qui sont l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Ces résolutions et recommandations concernent toutes les questions qui menacent la survie collective de l'humanité. Les Nations Unies interviennent ici, en plus de matière sécuritaire, sur les initiatives politiques, humanitaires, juridiques, économiques, environnementales, sociales et culturelles. Cependant, s'écrit le préfacier, mon collègue Vital Kamerhe, il est curieux d'observer que les résolutions des Nations Unies sont parfois ignorées par les destinataires concernés et ne sont maîtrisées que par une frange de citoyens qui en font leur affaire, alors qu'elles devraient, au contraire, être vulgarisées et connues de tous les acteurs de la vie nationale, politique et scientifique. Ainsi donc, l'idée de les réunir toutes, donc ces résolutions, donc l'idée de les réunir toutes dans un ouvrage en 3 volumes, les rend dès lors disponibles et accessibles à toute personne intéressée. L'effort de les classifier selon l'ordre chronologique de leurs adoptions respectives, de les différencier selon l'organe émetteur, Assemblée générale au Conseil de sécurité, les rend aisément repérables. Bien plus, en les annotant, JPK en rend la compréhension facile car il les replace dans le contexte historique de leurs prises respectives. Travail génial, il faut le reconnaître. Il faut être lui pour le réaliser, tout en exerçant activement les fonctions exigeantes et stressantes de ministre de l'Industrie dans un pays qu'il faut industrialiser. Donc vous comprenez qu'il a beaucoup de préoccupations. Il faut signaler qu'en plus, Julien Paluku est doctorant en sciences sociales et administratives à l'université de Kinshasa, n'est-ce pas, à la faculté dont je vois le doyen maire, n'est-ce pas, et là, son chef de département des sciences politiques, le prof Yav aussi est là, n'est-ce pas, et je parle sous leur contrôle, un apprenant exemplaire, n'est-ce pas, tout ministre qu'il est, il assiste à tous les séminaires, n'est-ce pas, il fait tout ce que les autres font. Je pense que ses collègues sont ici, ils peuvent le témoigner. Il est régulier donc au séminaire et il exploite tous les moments, même peu propices pour écrire et réfléchir avec son indétachable iPad. Il a toujours un iPad partout, n'est-ce pas? Et il écrit à tout le monde. Tout en restant actif en politique, il se concentre sur sa thèse, sur ses projets de livres et de conférences.
n'est-ce pas, que sa grande expérience cumulée depuis sa jeunesse, comme je viens d'apprendre ici qu'il a commencé comme chef de quartier, n'est-ce pas? Mais moi je l'ai connu comme maire de la ville de Butembo, très jeune à l'époque, il devrait avoir la vingtaine, n'est-ce pas? Puis comme gouverneur de la province assiégée du Nord Kivu, 12 ans de stress intense, sans oublier ces 5 ans au gouvernement central. Cette expérience cumulée, disais-je, fait de lui un homme pensant et qui a de quoi instruire. Et il s'organise et se donne le temps de combiner modestement ses nobles engagements avec son sourire qui ne le quitte jamais. Je dis en public parce que je ne suis pas dans sa vie privée. En tout cas, en public, avec son air. Évidemment, moi je suis vieux, n'est-ce pas? Il a toujours l'air d'un garçon bien éduqué, n'est-ce pas? Combiné à la courtoisie, n'est-ce pas? De son milieu d'origine, que je ne cite pas. Mais les Nantes comprennent de quoi je veux parler. Et son secret, c'est justement, il est ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Imparfait, parfait, ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Et je sais de quoi je parle. Pour revenir à l'ouvrage, celui-ci est coulé en 3 volumes tricolores, avec au total plus de 800 pages. Chacun des volumes comprend 2 chapitres portant respectivement sur les résolutions de l'Assemblée générale et celles du Conseil de sécurité adoptées sur la République démocratique du Congo durant la période allant de 1960 à nos jours. Le premier tome concerne la période allant de 1960 à 2006. Cette période est marquée par la fondation du pays, n'est-ce pas, la naissance du pays et sa reconnaissance internationale, les sécessions, le chaos, n'est-ce pas? Je pense que le collègue Vital a fait une brève et très éloquente revue historique du pays, n'est-ce pas? Et les rébellions, la dictature, les transitions démocratiques et le coup d'État de l'AFDR, les insurrections suivies de négociations ayant abouti à l'organisation des premières élections démocratiques. Le second tome porte sur la période allant de 2007 à 2018, année électorale, donc 2007, année électorale, à l'occasion du premier mandat démocratique du président Joseph Kabila. Enfin, c'était en fin 2006, donc c'est en 2007 qu'il a pris le pouvoir, jusqu'aux élections ayant abouti à la première alternance démocratique au sommet de l'État, en passant par les insurrections armées et civiles, les glissements, etc. Le troisième volume couvre la période allant de 2019 à 2023. 2019 est l'année de la première succession démocratique au sommet de l'État et 2023 l'année de l'organisation du dernier cycle électoral, pour laquelle l'Organisation des Nations Unies est un acteur majeur de ce monde contemporain. En dépit du fait que de nombreux chercheurs, dont moi-même, préfèrent insister sur ces faiblesses, qu'il ne nie pas non plus, il ne nie pas les faiblesses, mais il insiste quand même sur le fait qu'il faut que nous puissions reconnaître que c'est ça l'ONU. Cependant, il s'interroge. Ça, il s'adresse à nous les sceptiques, les négativistes, n'est-ce pas? Quel serait le monde moderne sans ONU? Et même moi, j'y ai réfléchi. L'ONU intervient essentiellement en période de conflit armé, caractérisé par la carence de paix, la permanence de la violence et de l'insécurité, avec pour effet l'accumulation de tueries, le non-respect de la dignité humaine, le déplacement des populations contraintes d'affronter des conditions inhumaines, etc. JPK a recensé
156 résolutions prises sur la République démocratique du Congo par cette instance internationale, dont 59 par l'Assemblée générale et 97 par le Conseil de sécurité. De 1968 à 1998, soit une trentaine d'années sous le règne du président Mobutu, aucune résolution n'a été adoptée par les instances onusiennes sur le pays en raison de l'absence de conflits majeurs en cette période de dictature. En plus de ces résolutions, les Nations Unies sont intervenues en RDC, soit directement, soit par le biais des organismes de son système, n'est-ce pas, le PNUD, Commission des droits de l'homme, OMS, UNICEF, HCR, INFPI, etc. Elles ont également collaboré étroitement avec les organisations régionales et sous-régionales africaines, comme l'Union africaine, la SADC, etc., les AC. La République démocratique du Congo a bénéficié de 3 missions de l'ONU, à savoir l'opération des Nations Unies au Congo, ONU Congo, n'est-ce pas, en 60. Je suis témoin. Même vous, vous n'êtes pas témoin. Mais j'en ai parlé. La mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo, MONUC, en 1999, qui a évolué en mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation à RDC, MONUSCO, à partir de 2010. Les Nations Unies ont donc été omniprésentes durant tous les tumultes enregistrés depuis l'accession du pays à l'indépendance. Elles sont intervenues toujours sur demande ou avec l'accord du pays, essentiellement quand celui-ci était frappé par des crises de nature diverse. En 1961, elles ont même perdu un secrétaire général, le Suédois Dag Hammarskjöld, périt dans un accident d'avion dans le cadre des tractations pour mettre fin aux sécessions katangaises et kassaïennes. Plusieurs casques bleus ont également trouvé la mort sur le sol congolais. Les Nations Unies ont donc ainsi toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo, qui, elle, a offert l'image d'un pays aux crises successives et interminables. La République démocratique du Congo a donc toujours été au centre des préoccupations des Nations Unies. Toutes les implications onusiennes ont concerné des processus de paix, des négociations politiques, des programmes économiques, des grandes campagnes sanitaires, des interventions relatives aux droits humains et aux libertés fondamentales, des expéditions humanitaires, des croisades ayant trait à la gouvernance, aux problèmes du genre, de la protection des femmes, etc. Ce recueil, JPK le destine à tous les chercheurs et praticiens, donc à nous tous, politologues, internationalistes, diplomates, historiens, juristes, économistes, sociologues, acteurs du domaine de la sécurité, etc. Chacun y trouve son compte, ainsi qu'il le dit lui-même, n'est-ce pas? Il écrit, il s'agit d'un tourniquet qui dessert indistinctement théoriciens et praticiens de la question congolaise, quel que soit l'aspect abordé. C'est réceptable où tout esprit peut puiser main à nu, tantôt implicitement, tantôt ouvertement, les défis auxquels le pays n'a cessé d'être confronté depuis son accession à la souveraineté internationale, et ce, dans tous les domaines vitaux de la nation. Je viens de les citer. La voie est ainsi ouverte, tant aux chercheurs qu'aux gestionnaires intéressés, de disposer à portée de main de l'intégralité des textes relatifs à leurs problématiques pour une aussi longue période de notre histoire. En ce qui me concerne, au nom de tous ceux qui, comme moi, ont toujours eu une vision négativiste de l'ONU, je dis merci à Julien Paluku Kahongia, qui nous rappelle qu'un négativisme exclusif n'est pas une attitude scientifiquement recommandable. Merci de donner cette leçon à votre proche de tout le
l'ONU n'a rien fait de bon est une preuve de l'ignorance de ce qu'a fait l'ONU sur le Congo. Et JPK est là pour nous fournir des preuves de sa grande implication, heureuse ou mitigée. N'est-ce pas? Mais qu'en avons-nous fait? Le collègue Vital vient de dire ici qu'il y a beaucoup de résolutions, mais pour les appliquer, il faut un lobbying. N'est-ce pas? Qu'en avons-nous fait lorsque nous-mêmes, même nous qui prétendons être intellectuels, n'est-ce pas? Nous les ignorons. Nous ignorons ce qui est dit sur nous-mêmes. Enfin, je recommande à tous la possession de ces livres pour consultation dans son riche contenu comme répertoire de résolutions onusiennes sur la RDC. Je vous en recommande l'achat pour lecture fécondante. Pas l'achat pour classer, pour classement, mais l'achat pour lecture. Je souhaite que la MONUSCO en acquiert en grande quantité pour diffusion dans les grandes écoles au pays. Pour diffusion des connaissances sur l'action onusienne internationale sur la RDC et pourquoi pas les diffuser même ailleurs dans le monde parce que c'est un exemple, n'est-ce pas, d'un recueil qui réunit tout à la fois. À tous et à toutes, je souhaite une bonne et fructueuse lecture, mais avant de terminer, n'est-ce pas, je voudrais dire un petit mot, n'est-ce pas, sur l'intellectualisation, n'est-ce pas, de la vie au Congo. On ne peut émerger que par la science. Et la science, n'est-ce pas, ne se ramasse pas par terre, ne s'obtient pas par les rumeurs, ça s'obtient par un travail réfléchi. Et justement, n'est-ce pas, il faut écrire. Tout ce que vous avez comme expérience, il faut écrire. Je vois, n'est-ce pas, leurs excellences, les députés et n'importe quel citoyen, écrire n'est pas quelque chose de miraculeux. N'est-ce pas? Ce n'est pas donné seulement à ceux qui ont des doctorats. Même un illettré peut écrire en sa langue. Mais quand vous écrivez, n'est-ce pas, vous donnez matière à réflexion à ceux qui vont vous lire. Et je parle là, n'est-ce pas, au nom des éditions L'Harmattan, qui viennent aussi d'obtenir, n'est-ce pas, la gestion des éditions Academia, n'est-ce pas? Il y a le professeur Léon Matangila, Petit Langay, n'est-ce pas? N'est-ce pas? S'il peut s'élever pour qu'on le voit. Voilà. Et il a comme encadreur moraux, n'est-ce pas, le professeur Bongeli, n'est-ce pas, que vous connaissez très bien, qui en est le président du conseil d'administration. Et j'ai peur de dire que c'est mon adjoint, n'est-ce pas? Il est tellement immense que je ne peux pas dire qu'il est mon adjoint. Parce que nous tous, nous profitons, n'est-ce pas, de son encadrement, le professeur Isidore Ndaïwe. Alors, les éditions L'Harmattan, n'est-ce pas, RDC, nous recevons les manuscrits, n'est-ce pas, que nous aidons à mettre sous forme de livres et nous attendons, n'est-ce pas, tous les faiseurs de l'histoire de la RDC, c'est nous tous ici, n'est-ce pas, vos expériences positives, les erreurs que vous avez commises pour que la génération future puisse éviter, n'est-ce pas, de commettre les mêmes erreurs. Et donc, vous êtes les bienvenus aux éditions. Je pense que c'est un bel incident pour montrer que dans le noir, n'est-ce pas, on ne sait rien faire. Or, quand on ne lit pas, on se plonge soi-même dans le noir. Je vous remercie. De près de 30 ans, juste avant d'être nommé
ministre des Affaires étrangères à la tête de notre diplomatie, et donc vice-premier ministre. Et donc il est autorité morale du parti. Si les hôtesses sont rétribuées, très respectueusement, Excellence, et nous invitons l'auteur, accompagné de personnalités qui l'entourent, pour assister au baptême de cet ouvrage, s'il vous plaît. CP. Attention. Recueil à noter les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République démocratique du Congo de 1960 à 2023. Je vous baptise au nom de toute la famille de Relations extérieures et vous souhaite longue vie et surtout prospérité. Je vous remercie. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Ministre Julien Paluku, auteur du présent ouvrage, à bien vouloir prendre la parole. Monsieur le ministre. Ministre des Affaires étrangères, honorables députés et sénateurs, Excellences, Madame et Monsieur les ministres d'État, je ne pouvais normalement pas avoir beaucoup de mots à dire parce que l'ouvrage a été présenté. Mon mot va se limiter essentiellement aux remerciements. Je ne sais en quel mot juste vous exprimer ma profonde gratitude pour l'honneur dont vous me marquerez à jamais par votre présence, combien précieuse ce jour à cette cérémonie de vernissage et de ma modeste publication sous l'intitulé Recueil à noter des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République démocratique du Congo de 1960 à 2023. J'aurais bien voulu individualiser les remerciements en citant nommément chacun ici présent. Mais je crains d'omettre un seul d'entre vous qui est digne d'un respect égal en pareille circonstance. Mais néanmoins, je voudrais remercier les Nations Unies et en RDC, Madame Bintou Keïta, qui devait être avec nous ici, mais qu'à la suite d'une forte délégation qui est arrivée en RDC, notamment à l'Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, elle n'a pas pu être présente avec nous. Je voudrais ensuite remercier les préfaciers de l'ouvrage, l'honorable Vital Kamere, parce que beaucoup le connaissent comme pacificateur et peut-être ne savent pas d'où il a tiré ses noms. C'est parce qu'il a été dans ce pays, celui qui a suivi le processus de paix, parce qu'il était en charge des relations entre le gouvernement et les Nations Unies. Et donc c'est de là qu'est parti les noms pacificateurs pour lesquels vos applaudissements sont réels. Il est donc le témoin qualifié de l'histoire qui transparaît dans les résolutions des Nations Unies sur la RDC pour avoir participé à certaines rédactions de nos résolutions. Je voudrais éprouver la même reconnaissance à son Excellence Christophe Lutundula ici présent, qui est vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Lui qui pilote la diplomatie congolaise aujourd'hui
pour avoir accepté de présider cette cérémonie, lui conférant ainsi un caractère encore plus solennel en procédant au vernissage comme vous venez de le suivre tout à l'heure. Je suis également touché par la présence très remarquable de mes collègues membres du gouvernement. Et à travers vous, chers collègues, je me dois de renouveler mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, et ma très haute considération à son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre chef du gouvernement, qui m'ont donné l'occasion de me retrouver en compagnie des hautes personnalités que vous êtes. Je rends tout autant hommage à son Excellence Judith Suminwa Tuluka, qui vient d'être nommée Premier ministre et qui, avant d'entrer en fonction, va devoir présenter son programme devant l'Assemblée nationale. Je lui ai remis cet ouvrage hier lorsqu'il me recevait et il m'en a chaleureusement remercié. J'ai fait en plus mention spéciale à toutes les universités où je suis passé, de l'ISDR, de l'Université de Pays des Grands Lacs, aujourd'hui de l'Université de Kinshasa, où je suis inscrit pour les études doctorales en faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Et ici, je suis heureux de voir dans cette salle les doyens de la faculté, le professeur Maire, qui peut se lever pour que les gens le voient. Je suis heureux de voir également les chefs de département, le professeur Yav, qui peut également se lever pour que les gens le voient. Je suis heureux de découvrir d'autres professeurs qui sont dans la salle, qui peuvent se lever tous pour qu'ils soient applaudis par l'assistance. Moi, c'est particulier. D'une manière particulière, je voudrais remercier le professeur Bongeli ainsi que les professeurs Kisangani qui ont pris la parole avant moi pour me présenter et présenter l'ouvrage. Qu'ils en soient remerciés pour tout l'encadrement dont nous cessons de bénéficier. Je voudrais remercier ici tous mes enseignants de ma détermination à aller jusqu'au bout, sous leur guidance. J'ai dit merci à tous mes camarades et compagnons avec qui nous avons suivi les séminaires. S'ils sont dans la salle, les séminaires de DA, les séminaires de doctorat, ils peuvent, s'ils sont debout, lever la main pour que les gens les voient, les camarades. Les collègues avec qui nous sommes devant chaque jour pour devoir nous abréver de la science, de nos maîtres qui sont ici représentés. En tant qu'acteur politique, je me sais fortement soutenu dans cette entreprise scientifique aussi par mes camarades du parti qui sont dans la salle, mes partenaires de l'Alliance Bloc 50 qui est notre regroupement et au plus haut niveau au sein de notre grande famille politique qui est l'Union sacrée sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je remercie tout autant comme scientifique tous ceux de l'opposition qui me soutiennent et qui m'accompagnent. Parce que la science n'a pas de frontières, elle n'a pas de limites, elle n'a pas de couleur, elle n'est pas idéologique. Je ne saurais donc enfin ignorer ma famille, mes parents, y compris tous les amis. C'est à eux que je dois l'environnement idéal, où je me refais continuellement, où je reprends mes forces et ma morale parfois épuisée par la lourdeur des tâches et la cruauté des événements. Je pense ici à ma tante épouse, que j'appelle affectueusement Maman Marité qui est dans la salle, elle peut se lever. Elle qui me donne des sourires parfois quand je suis terrassé par la cruauté des événements. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme en renseigne son titre, l'ouvrage qui vient d'être porté sur les fonds baptismaux est un recueil, un répertoire. C'est donc en quelque sorte un corpus neutre et ouvert à toutes sortes de problématiques
dans plus d'un domaine de recherche et sous n'importe quelle orientation. Politologue, comme on l'a dit tout à l'heure, internationaliste, historien, juriste, sociologue, économiste, expert de tous les domaines, tous peuvent utiliser des données suffisantes et utiles à une recherche scientifique. C'est sous cet angle de vision que les livres trouvent sa valeur et son opportunité. L'une des problématiques pouvant être abordée sur base de ces recueils est l'évaluation de la portée politique, philosophique, économique, sécuritaire d'autant de résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Plus clairement, 156 résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, doublées d'une présence de plus de 25 ans des Nations Unies, en 73 ans, ont-elles permis à la RDC de résoudre les problèmes d'ordre politique, économique, sécuritaire auxquels elle se rapporte? C'est une question que tout le monde se pose. Mais la question peut aussi être posée autrement en ces termes. La RDC a-t-elle bien joué sa partition afin de rentabiliser autant de résolutions prises à son sujet et à sa faveur? Parce que pour la première période, il y a eu près de 96 résolutions. Pour la deuxième période, il y a eu près de 46 résolutions. Et pour la dernière période, il y a eu près de 16 résolutions. Je me rappelle que les résolutions qui nous demandaient de réformer notre secteur de sécurité. Est-ce que ce sont les Nations Unies qui devaient nous aider à réformer notre secteur de sécurité ou devrions-nous nous appuyer sur sa présence pour la réformer? Et donc, la question est posée pour savoir, on peut bien blâmer la présence des Nations Unies, mais n'est-il pas aussi l'État de nous blâmer pour n'avoir rien fait de sa présence et profiter de son budget d'$1 milliard? Comment le gouvernement de la RDC a-t-il capitalisé donc la présence des Nations Unies sur son sol, la plus robuste et la plus chère, avec un budget de près d'$1 milliard chaque année, ce qui fait autant d'opportunités d'appui aux réformes inscrites dans certaines résolutions et dont l'exécution incombe à toutes les parties. Le professeur l'a rappelé ici. Eh bien, il faut lire les résolutions pour situer le niveau de responsabilité. Sinon, lorsqu'on ne les lit pas, on blâme celui qui les a faites, alors que les blâmes pouvaient orienter sur celui qui devait les exécuter. De réfléchir dans un cadre plus large, en intégrant la RDC dans un paysage général des pays sous assistance, et de se demander ce que seraient finalement ces pays si l'ONU n'existait pas. Le professeur Vital Kamerhe m'a rappelé que, imaginez-nous un seul instant où depuis 1960, il n'y a pas et des Nations Unies et des systèmes des Nations Unies présents au Congo, ce que serait devenu la République. Je crois qu'on aurait passé à la somalisation de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est bon de lire le contenu pour en comprendre la quintessence. L'ONU est présente en Chypre depuis 1964, l'ONU a été présente en Somalie, a été présente au Soudan, mais lorsque l'ONU a cessé d'y exister, on connaît les conséquences de ce que cela a donné. La présence des Nations Unies donne une caution morale de l'ONU à ne pas cautionner, si vous permettez la tautologie, un certain nombre de défis qui peuvent se commettre dans un État. Donc c'est important de lire cette résolution et de commencer à nuancer nos points de vue lorsque nous parlons des Nations Unies. Je ne fais pas l'apologie des Nations Unies, mais j'ai fait une analyse scientifique critique aussi, de par les critiques qui sont formulées contre un acteur qui pourtant est un acteur majeur. Voilà donc autant d'axes où les résolutions des Nations Unies sur la RDC, compilées dans ces requêtes, sont exploitables. Aussi bien pour faire avancer la science que pour nourrir l'esprit patriotique. Mais, étant une œuvre humaine, ces recueils méritent d'être consommés avec lucidité, parce qu'il reste perfectible dans son fond comme dans sa forme, moyennant correction, enrichissement et continuation. Et pour finir, je voudrais conclure avec Martin Luther King en disant: la violence amène souvent des résultats provisoires. Elle ne peut résoudre aucun problème social, mais elle crée d'autres problèmes plus ardus.
La violence est inefficace parce qu'elle contribue plus à humilier l'adversaire au lieu de les convaincre. La violence cherche à détruire et non à convertir. La violence est immorale parce qu'elle se nourrit de haine plutôt que d'amour. La violence détruit la communauté et rend impossible la fraternité. La violence enferme la société dans un monologue au lieu de la conduire à un dialogue. La violence finit par se vaincre elle-même. Elle fait naître l'amertume chez les survivants et la brutalité chez les vainqueurs. Bonne et heureuse lecture. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. C'est par ces mots que nous allons mettre un terme à cette activité. Fin de cette cérémonie ici en direct de Kinshasa, mesdames et messieurs. Nous allons prendre pour vous quelques participants qui ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie grandiose pour le vernissage de ces livres, de la relation entre la République démocratique du Congo, mais également les tribunes des Nations Unies, l'ONU, sur la question sécuritaire, mesdames et messieurs. Vous venez également de suivre le prise de parole, la présentation de ces livres, mais également le vernissage de ces livres qui vient d'être fait par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, mais également le co-auteur ou bien les coachs, le mentor de ces livres, Vital Kamerhe, le professeur Vital Kamerhe, qui a également émis le point comme lui en tant que co-auteur de ces livres de plus de 800 pages sur la relation entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies. Mesdames et messieurs, Julien Paluka a également pris la parole en dernier lieu pour vous faire comprendre ce qui était important à consommer ces livres, à lire ces livres pour comprendre l'histoire, car vous le savez par le professeur Émile Bongeli qui a dit l'obscurité dans la tête des gens, c'est l'absence également totale de la lecture des livres et de se focaliser ou se développer mentalement à travers la lecture et connaître l'histoire de son pays, mais également connaître l'histoire extérieure de d'autres colonisations. Mesdames et messieurs, Vital Kamerhe également comme pacificateur, un témoin oculaire de l'histoire des pacifications de la République démocratique du Congo, également a pris la parole. Vous avez suivi les éloges autour de la cérémonie de vernissage de ces livres. Maintenant, nous allons vous laisser la parole à suivre en deux personnages. Suivez, on va juste revenir pour cheminer avec vous ensemble. Ah oui, nous sommes venus participer à cette cérémonie de présentation de livres écrits par Julien Paluku. Il a fait un recueil de résolutions des Nations Unies depuis 1960 jusqu'à ce jour. Vous savez, nous sommes un pays qui a connu beaucoup de crises et l'ONU intervient régulièrement dans notre pays. Les gens ont toujours vu seulement la face de l'ONU par les missions de paix, mais il faut souligner aussi que nous avons le système des Nations Unies dans notre pays, l'UNICEF, les PNUD et les FAO qui ont été aux côtés de la République démocratique du Congo depuis très longtemps. Ce que j'ai retenu, effectivement, nous avons une compréhension difficile des missions des Nations Unies en rapport avec la paix, comme peuple, parce que nous avons encore des conflits dans notre pays. Mais aujourd'hui, en lisant les recueils, je comprends qu'il y a une dimension de responsabilité de l'État congolais dans beaucoup de résolutions. C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous recommandons aussi à tout le monde de lire ces recueils pour qu'il n'y ait pas un grand contraste entre la réalité des résolutions des Nations Unies sur notre pays et le vécu quotidien. D'abord, nous sommes membres des Nations Unies et donc nous ne pouvons pas nous avancer. Nous avions déjà signé les traités qui sous-tendent les Nations Unies, mais il faut avouer que les responsabilités de l'État congolais ne doivent pas être transférées aux Nations Unies. Il y a des responsabilités régaliennes que l'État congolais doit faire. L'essentiel d'abord, le récit il est historique.
Il nous reprend l'histoire de ce pays depuis 1960 jusqu'à maintenant. Et il se termine par une interrogation à la fin. Est-ce que les Nations Unies ont été négatifs ou positifs? Et pose en même temps la question de savoir si les États-Unis ont été négatifs. Qu'est-ce que nous avons fait pour nous-mêmes? Donc c'est autour de toutes ces questions-là que se présente la situation du Congo et la façon dont aujourd'hui on peut en tout cas envisager l'avenir. C'est un avis scientifique. C'est un avis scientifique. Vous savez, quand vous êtes dans une étude scientifique, vous devez poser, vous devez arriver à prendre position devant une situation bien déterminée. Et l'auteur a pris une position. C'est une position qui dépend des hypothèses posées, du travail fourni et de la conclusion à laquelle il est arrivé. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité de nous avoir suivis depuis le début de cette cérémonie pour ce mardi, ici en direct de Kinshasa, le vernissage des livres, l'histoire de la République du Congo depuis 1960 à 2023, mesdames et messieurs, la relation entre la RDC également avec les Nations Unies, dont le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, sortant du gouvernement Sama Lukonde, vient d'exposer avec ses collègues les différentes couches des politique de la RDC, mais également sur le plan diplomatique. On prépare à cette cérémonie pour vous faire comprendre. Mesdames et messieurs, vous avez également eu le temps de suivre les différents intervenants, les interviews à chaud. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité parce que vous étiez avec nous au début de cette cérémonie. Un clin d'œil spécial à mon confrère Gérard qui nous a assisté pour avoir cette belle image ici. Restez connectés, sans oublier également son média, la symbolique, qui est toujours au top pour vous donner l'essentiel de l'information, en collaboration bien sûr avec Top 243 News. Restez connectés, à très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News télévision et www.top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.